Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. Est-il fier d'être le défenseur de l'union sacrée de la nation? Que pense-t-il du processus de désignation des candidats membres du bureau et de la plénière de la CENI? Que pense-t-il de la loi Chani? Je reçois ce dimanche, après le 13h, Thierry Mosenepo, président de la Ligue des jeunes de la CCU de Lambermende. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Hier, fervent adepte de l'ex-président Kabila, aujourd'hui, fervent soutien du président Tshisekedi. Monsieur Thierry Mosenepo, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette instabilité ? Ce que vous appelez instabilité, moi je dirais plutôt que c'est des choix de raison, parce que avec l'ex-président Joseph Kabila, il était question de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo qui était soutenu par un président de la République. Aujourd'hui, il est question de soutenir les mêmes intérêts de ce pays avec l'actuel chef de l'État. Il n'y a plus d'intérêt avec le président Kabila. Plus d'intérêt. La question se pose autour des choix politiques et bien sûr des options qui nous sont proposées par rapport à la vision de celui qui incarne la République démocratique du Congo au sommet des institutions, c'est-à-dire le président de la République. Et cette vision concorde avec le projet de société de notre parti politique, ce qui est tout à fait normal à ce que nous puissions lui apporter son soutien. Et rappelez-vous que nous ne sommes pas les seuls. Le FCC, qui était à l'époque notre famille politique, était le premier à accepter d'accompagner cette vision du président Félix Tshisekedi. C'est au cours de la route qu'il y a eu des couacs, et ces couacs ont poussé à ce que nous puissions nous désolidariser des amis parce que nous... Quoique du fait de l'ex-président, de votre autorité morale de... Pas forcément, mais plus de certains individus qui n'avaient pas encore intériorisé le fait qu'il n'y avait qu'un seul maître à bord, c'est-à-dire le président de la République, et qui n'avaient pas encore compris le fait que nous n'avions plus les manettes du pouvoir dans son entièreté. Et le président Kabila n'avait pas la possibilité de changer la donne en ce moment-là ? Justement, c'est cette léthargie de changement des choses qui a poussé à ce que notre parti politique, notre regroupement plutôt, puisse adhérer à l'Union sacrée. Joseph Kabila, mauvais manager, mauvais stratège ? Je ne dirais pas mauvais manager ou mauvais stratège, mais je dirais plutôt un peu complaisant par rapport à certains caciques du FCC qui n'ont pas facilité la tâche, non seulement à lui-même, mais aussi à sa famille politique. C'est lui qui a tué le FCC ? Non, parce que le FCC, et comme aujourd'hui l'Union sacrée, sont des organismes composites qui sont faits de plusieurs membres. Il ne faut pas penser que c'est seulement un seul individu qui soit à la base de l'échec. C'est une question de corps, parce que les sociétés démocratiques actuelles fonctionnent dans l'apport de chacun, par rapport à l'apport de chaque individu, de chaque regroupement politique. Et c'est dans ce sens-là que nous, CCU, nous avons apporté notre pierre à l'époque dans le FCC et aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Vous refusez ça? Cette donne est très difficile à expliciter en ce qui concerne la gestion de la chose publique, mais aussi de la politique, parce que c'est chacun qui apporte. C'est comme aujourd'hui nous sommes au sein de la CCU, je suis président de la Ligue des jeunes, j'ai une responsabilité. Si je ne remplis pas convenablement ma responsabilité et que cela apporte un échec à notre parti, ça sera en partie à cause de moi. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs sociétaires de cette ancienne famille politique à laquelle nous avons appartenu qui sont responsables de ce qui est arrivé. Vous étiez l'un des grands communicateurs d'abord de l'AMP et puis du FCC, un grand défenseur du président Kabila. Son bilan est positif ? Le bilan qui a été soutenu par le président Kabila par ses actions de 2001 jusqu'à la passation de pouvoir en janvier 2019 avec le président Tshisekedi est à moitié bien et à moitié dans l'échec, dans le sens qu'il n'y a pas... C'est ce que vous ne disiez pas lorsque vous étiez dans le FCC. Vous disiez que son bilan était largement positif. Non, personne n'a déjà dit que ce bilan... Vous l'aviez dit lors des interviews, lorsque vous étiez au FCC, vous aviez dit que son bilan était largement positif. Parce que là, vous dites que c'est un bilan mitigé. C'est un bilan mitigé. Positif. C'est mitigé. Il ne faut pas croire que sur cette terre des hommes,
il y a une possibilité d'avoir un bilan qui soit à 100% positif. Il y a des choses qui sont réalisées par rapport à certaines contraintes, d'autres qu'on ne peut pas réaliser. Par rapport à certaines limites, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, je dis clairement qu'il y a des choses qui ont été positives, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas été bonnes. Et avec le recul, on a une meilleure façon de voir les choses pour dire que voilà, il y a telle chose qui aurait pu être mieux fait que telle autre chose. On ne quitte pas, dans ce cas-là, on ne quitte pas son regroupement parce qu'il y a 50%, on reste pour améliorer. C'est pas ce que vous avez fait, vous. Le souci d'améliorer les choses a toujours été notre cheval de bataille, nous de la CCU. Monsieur Eric Ambago, nous avons fait des notes. Nous avons décrié le fait qu'il y a eu des mauvaises passes par rapport à la mauvaise foi de certains de nos anciens camarades. Rappelez-vous de l'épisode où l'honorable Mende, avec une majorité FCC, a perdu la main de la province du Sankourou. C'était des dysfonctionnements. Rappelez-vous des méandres de ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle lorsqu'il fallait faire de recours pour les élections législatives. C'était des dysfonctionnements. Donc vous avez quitté parce que Lambert Mende n'a pas été soutenu par le FCC à l'élection du gouverneur. Nous avons porté à qui de droit ces différents problèmes. Il y a eu des assises, rappelez-vous, non seulement ici à Kinshasa, mais aussi dans le Congo central, où il fallait remettre les choses dans les rails. Il fallait, comme on le disait, structurer la machine. Mais cela n'est pas venu. Et au-dessus de cela, lorsque nous sommes finalement allés dans cette alliance avec le cash, nous avons constaté, rappelez-vous que nous avions un ministre dans le gouvernement, nous avions constaté de la mauvaise foi dans le chef de certains de nos camarades. Une mauvaise foi qui risquait de coûter très cher au pays. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc la CCU était frustrée, vous étiez frustré? Nous n'étions pas frustrés, mais nous n'étions pas d'accord. Il y a une différence entre le fait de ne pas être d'accord avec une démarche et le fait d'être frustré. Nous n'étions pas d'accord avec le fait que l'on ne puisse pas suffisamment appuyer la vision à l'époque des deux autorités, qu'il s'agissait de Félix Tshisekedi, le président de la République, et de l'autorité morale du FCC, pour qu'on puisse travailler ensemble. Il y a des camarades qui ont refusé de pouvoir intégrer cette donne, et nous, on a décidé, lorsqu'il y a eu l'appel à l'union sacrée, nous avons décidé de rejoindre cet appel. Lambert Mende, parlez bien à votre autorité morale, parlez bien avec l'ancien président Kabila, il aurait pu obtenir ce qu'il voulait. Obtenir ce qu'il voulait, c'est très difficile. La CCU a toujours obtenu ce qui lui revient par rapport à son poids politique, par rapport à ce qu'il représente au niveau de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'il n'a pas été soutenu à Sankourou, ça crée des problèmes. Il y a eu des Non, ça n'a pas créé des réflexions. C'était une énième dysfonctionnement. Un énième dysfonctionnement par rapport au fait que ce n'est pas normal qu'une famille politique qui ait une majorité dans une assemblée provinciale puisse comme ça faire toucher, botter en touche un candidat de cette famille-là. Il y a eu des questionnements par rapport à ça. Est-ce qu'on nous a répondu? Et là, je ne vous cite qu'un seul. Je ne suis pas ici pour faire étalage de la cuisine interne de ce qu'a été notre ancienne famille politique. Mais je peux vous dire que c'est avec raison que nous avons décidé, et en toute responsabilité, que nous avons décidé de rejoindre l'appel du chef de l'État. Vous avez rejoint l'Union sacrée. C'est vous qui avez tiré votre autorité morale vers Tshisekedi, ou c'est le contraire? Non, mais écoutez, lorsque l'Union sacrée a été lancée par... C'est comme si c'est vous qui avez planifié la rencontre entre le président Tshisekedi et votre autorité morale. Non, pas du tout. La CCU n'est pas une question de Thierry Monsenimpo ou de Lambert Mende. La CCU, c'est un regroupement politique et nous avons fait des réunions en interne. Nous avons jugé que l'appel du président de la République pour constituer l'Union sacrée, qui nous a fortement rappelé cette union sacrée qui, en 1914, a permis à la France de bouter les Allemands hors de leur territoire, nous nous sommes dit qu'il était question que nous puissions soutenir cette vision. Une vision, vous avez adhéré à quoi? Le parti. Vous avez soutenu quoi? Qu'est-ce que nous avons soutenu? À l'époque, rappelez-vous, M. Ambago, il y avait plusieurs fronts. Non seulement sur le plan social, il y avait la gratuité de l'enseignement qui piétinait, il y avait des insécurités récurrentes,
il y avait des questions de survie pour certains de nos soldats et combattants qui étaient sur le front. Il y avait un isolement diplomatique que connaissait la RDC. Nous n'étions plus fréquentables par les institutions de Bretton Woods à cause principalement de la corruption qui gangrénait. Il y avait tout cela. Tout ça, c'est dans le bilan du président Kabila. Il y avait péril, dans le bilan du président Kabila. En demeure. C'est dans le bilan du président Kabila. Là, je vous parle de 2020. Donc nous sommes à une année déjà de la gestion collégiale. On peut appeler ça une sorte de cohabitation parce que le FCC avait la majorité au niveau de l'Assemblée. Et le FCC bloquait le président Tshisekedi. Il y avait des individus. Il y avait des individus. Individus de l'EFCC. Des individus de notre ancienne famille politique qui étaient en train de s'aborder certaines actions du président de la République. Au gouvernement, individus au gouvernement. Au gouvernement. Il y a plusieurs fois où notre ministre nous a fait des monitorings qui expliquaient que lorsque il y avait, par exemple, des actions positives à mettre dans le compte de l'action ou du bilan du président de la République, c'était mal perçu par certains dignitaires de notre ancien régime ou de notre famille politique. Qui n'étaient jamais rappelés à l'ordre par votre autorité morale de ce moment-là. Des fois, mais pour le reste de cas, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que ce monitoring nous était suffisamment rapporté par celui qui représentait la CCI dans le gouvernement. Aujourd'hui, donc, lorsque nous voyons ce tableau sombre et qu'il y avait encore des individus qui ne voulaient pas changer, par exemple, un ministre, un vice-premier ministre, qui pour des raisons évidentes de dysfonctionnement au sein du gouvernement, qui se fait interpeller par la justice, mais qui se permet de dire des choses que je ne vais pas me répéter ici. De la justice, vice-premier ministre de la justice. Oui. C'est parmi les choses que il avait été soutenu par le FCC. C'est parmi les choses que nous avons décriées. Donc, quand nous voyons tout cela, nous nous sommes dit quoi ? Vous avez décrié en silence ? Nous nous sommes dit quoi ? Vous avez décrié en silence. En interne, je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs notes qui ont été envoyées à qui de droit. Nous nous sommes dit quoi ? Nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions sauver notre pays. Ici, il ne s'agit pas du FCC, il ne s'agit pas du cash. Je vous ai dit ici que l'Union sacrée a été pour la première fois appelée dans le monde en 1914 en France. Et c'était des Français de toute tendance, religion comme politique. C'est comme ça aussi que le président de la République a dit, mes chers frères, voilà, je suis buté à tous ces problèmes. Il faut que nous puissions les résoudre ensemble. Mais je ne peux pas y arriver seul. J'en appelle à tous les Congolais de bonne volonté. Et c'est comme ça que nous sommes venus appuyer le président de la République. C'est quoi l'Union sacrée ? Qu'est-ce qu'est l'Union sacrée ? L'Union sacrée, c'est cette coordination des forces de la société civile, des partis politiques, des Congolais de tous bords, de toute religion et de toute confession et foi, qui acceptent d'accompagner le président dans sa vision d'émancipation. C'est comme une religion, c'est comme une religion. Mais pas du tout, c'est une philosophie et une vision de gouvernance qui convergent avec ce que nous appelons le Congo en voie de développement. C'est comme ça que nous avons adhéré à cette vision et cette vision a été matérialisée par le projet de gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde qui a été appuyé et voté même par les députés de l'opposition. On dit que dans un gouvernement, c'est l'ensemble, c'est en fait une coalition dans un gouvernement. Aujourd'hui, c'est quoi en fait ? Le gouvernement, c'est un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement... Comment vous qualifiez ce gouvernement ? Ce gouvernement, qui est un gouvernement d'union sacrée, est une force de coalition politique. Parce que nous avons... Qui n'est pas structuré. Non, attendez, s'il vous plaît. La vraie structuration vient d'abord du fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des regroupements politiques et des partis qui ont accepté de faire ou d'être membres de cette majorité. Cette majorité soutient un programme. Et c'est autour de ce programme que nous sommes en train de travailler. Deuxième élément, il est en ce moment une structure qui est en train d'étudier et de réfléchir sur les questions qui posent de la structuration quelle structure de la machine. Quelle structure ? Union sacrée. Quelle structure ? Je ne vais pas ici vous le dire, mais vous avez suivi. J'ai suivi et j'ai même vu que votre station radio était à Kempinski lorsqu'il y a eu cette première réunion où M. Bati... C'est une rencontre informelle. Informel par qui rapport est, à quoi contredit, dénoncé, par rapport à quoi qui il est dénoncé rejeté par d'autres. Rejeté par qui ? Parce que tous les ténors, et sociétaires de l'Union sacrée étaient là. Mais l'UDPS n'était pas là. Jean-Marc Aboun n'était pas à cette réunion. Aucun cadre de l'UDPS n'était à cette réunion. S'il vous plaît,
Je pense qu'il n'y a pas eu un communiqué, M. Eric Ambago, de l'UDPS, qui a dit que nous ne sommes pas d'accord. Je vous informe que la CCU non plus n'était pas là à cette réunion. Mais l'UDPS, c'est quand même le parti phare au sein de l'Union sacrée. S'il vous plaît, M. Ambago, est-ce qu'il y a eu un communiqué de l'UDPS qui a rejeté ces assises ou qui vous a dit que nous ne sommes pas d'accord avec cette démarche? Mais à entendre tous les cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il est clair que chacun doit rester dans son camp et que l'Union sacrée reste une vision, tout simplement. Mais écoutez, au-delà de la vision, il y a un besoin de pouvoir aller ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons des échéances qui arrivent. Des échéances qui, en 2023, va demander à ce qu'il y ait une plateforme électorale qui puisse accompagner le président de la République. Donc, il faut une mutation aujourd'hui de cette vision, comme vous dites, en parti regroupement politique. Pas une mutation, mais un progrès vers un changement ou une cristallisation de cette unité que nous avons ressortie au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que ça devienne finalement factuel pour aider à ce que le président de la République puisse avoir une plateforme qui l'accompagne pour ses élections. Aujourd'hui, le bilan du président Tshisekedi à mi-parcours est positif. On peut dire qu'en 2 ans, il y a des éléments très favorables qui plaident pour le président de la République. Positif ou négatif? Positif. Positif. Je peux vous citer des exemples. D'abord, l'élément le plus important, qui à mon humble avis est le plus crucial, c'est la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, qui a du plomb dans l'aile. Mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous mettez un nouveau système en marche, il y a des choses qu'il faut rectifier au fur et à mesure. Mais déjà, l'actuel ministre de l'enseignement primaire et secondaire, que je félicite, est en train de faire un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, avec les rapports que nous sommes en train de suivre et de lire, il y a un recul de 33% en ces 2 années en ce qui concerne le taux d'analphabétisation dans notre pays, grâce à cette gratuité de l'enseignement. Au-delà de ça, il y a l'orthodoxie financière qui a permis à ce que nous puissions renouer avec les institutions de Bretton Woods. Nous y reviendrons d'ici la fin de l'émission. Déjà, ce qui est en train d'être donné à la République démocratique du Congo pour appuyer sa balance de change et autres. Au-delà de cela, il y a la question la plus épineuse, la question sécuritaire, dans la partie est de notre pays. Vous avez vu, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'attentes des populations en ce qui concerne l'état de siège, mais vous devez savoir qu'il y a déjà des grands avancées en ce qui concerne notamment le démantèlement des usines d'armement où on fabriquait des fusils artisanaux pour attaquer les populations et organiser les différents coups. Vous savez que depuis ce lancement d'état de siège, il y a près de 14 groupes armés qui ont déposé les armes. C'est vrai que les plus durs restent encore, notamment les ADF, mais déjà leurs états généraux ont été démantelés. Ils sont aujourd'hui en fuite, et c'est comme ça qu'ils causent des actes de sabotage sur leur passage. Mais vous savez très bien qu'un mouvement qui a existé dans un coin depuis pratiquement 1985 ne peut pas être élagué en 2 mois d'état de siège. Je pense que les choses sont en train de mieux aller, et je ne vous dirai pas la fréquentabilité aujourd'hui qu'a le Congo sur le plan diplomatique, ce qui a été un travail personnel du président de la République. 2023, la CCU de Lambert Mende va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. La Convention des Congolais Unis va tenir incessamment son congrès. Nous allons nous décider, et M. Ambago, vous allez être informé de notre position. Vous n'êtes pas comme Ensemble pour la République où l'on dit qu'il faudrait négocier ce soutien au président Tshisekedi éventuellement pour 2023 ? En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dans des postures qui consistent à pouvoir emmener des gages ou du donnant-donnant. C'est vrai qu'en politique, c'est cela. Mais nous, ce qui importe pour nous, c'est la vision. C'est le projet de société. C'est comme ça que je vous dis, étant donné que nous respectons toujours notre base, étant donné que nous respectons les structures de notre parti, nous allons au moment venu respecter la base. La base, vous avez demandé également de rejoindre l'Union sacrée ? Si vous avez suivi le cheminement de notre adhésion à cette vision du président de la République, il y a eu d'abord l'audience que le président de la République a bien voulu accorder à l'honorable Lambert Mende et moi, où nous avons compris cette vision, nous avons ramené ça à notre base. Il y a eu des réunions pendant 3 jours jusqu'à ce que nous avons eu le go de cette base et nous avons fait notre déclaration d'adhésion à cette vision. Donc, laissez-nous le temps de pouvoir revenir ou aller vers cette base
posez la question et vous allez être informé en primeur de ce que nous avons. Mais vous avez parlé d'un bilan positif, ça devrait déjà vous conduire à ce soutien au président Tshisekedi en 2023. Il y a encore 2 années, il y a encore 2 années et demie. Ça veut dire que vous pouvez faire marche arrière. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas seulement de soutenir le président de la République pour le soutenir. Il faut qu'il y ait des avancées en ce qui concerne le social des Congolais, la diplomatie par rapport à ce qui est déjà fait, la sécurité, l'économie du pays et ainsi de suite. S'il n'y a pas d'avancée, vous allez regarder ailleurs. Pas ailleurs. S'il n'y a pas d'avancée, nous allons voir comment rectifier. S'il y en a, nous allons applaudir. Mais pourquoi vous êtes si négatif, M. Ambago? On parle déjà d'élections, désignation des membres du bureau et de la plénière de la CENI. L'Union sacrée de la nation va remettre sa liste quand? En ce qui nous concerne, il y a eu une sous-branche qui a été mise en place qui concernait les anciens FCC, qui regroupent à peu près 214 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons droit à un poste au niveau du bureau. L'honorable Lambert Mende a été commis comme président de cette commission pour essayer d'étudier les candidatures. C'est ce qui a été fait et ça fait déjà 48 heures que le nom de celui qui va représenter notre sous-composante a été remis au bureau de M. Mbosso. Il est de quel groupe? Palou et alliés. Mais le parti politique AA a dénoncé ce choix et a demandé que l'on tienne compte notamment de ce qu'il a parlé. Ils ont parlé de la représentativité dans ce groupe. Il a dénoncé ce choix. Le problème, c'est que nous sommes en train de parler d'élections, M. Eric Ambago. Vous savez que dans notre pays, ça a toujours été le nœud de plusieurs ou peut-être le socle de beaucoup d'instabilité. Il était donc question de pouvoir étudier les meilleures personnes qui non seulement ne représentaient pas un danger, mais aussi qui puissent porter en elles les critères de moralité, d'expérience en ce qui concerne les questions électorales, de probité et aussi de véracité, de neutralité qui permettrait réellement que demain, notre représentant ne puisse pas se compromettre d'une quelconque façon. Mais avait demandé le respect des principes démocratiques dans le choix de ce délégué. Donc ça a été fait. La démocratie n'a pas été respectée. Ça a été fait parce que tous les candidats... a dénoncé. Parce que tous les candidats, justement, tous les candidats, et même la candidate de AAA, a été présentée à cette commission où elle a donné ses moyens. Mais les autres regroupements, les autres sous-composantes ont effectué un vote pour choisir le mieux-disant. Donc, il ne faille pas seulement parler de poids en termes de nombre de députés, mais il faut aussi voir le candidat ou la candidate que vous présentez. Est-ce que ce candidat ou cette candidate remplit les critères que je viens de vous énumérer ici? La candidate de AA ne remplit pas les critères. Non. Ce qui fait que celui qui a été présenté par Palou et Alliés a remporté la mise. Ça n'a rien à voir avec le nombre de députés, ça a à voir avec la qualité de ce que les représentants de ces regroupements veulent avoir au niveau du bureau de l'Assemblée. L'Union sacrée dépose quand? Les autres membres, vous déposez les listes quand? Je pense que ça a déjà été déposé chez le président. En ce qui nous concerne, ça a déjà été déposé chez le président Bosso. Permettez-moi de ne pas répondre en lieu et place des autres. Il n'y a pas de discipline apparemment au sein de l'Union sacrée. C'est ce qui justifie cela, c'est parce que cette organisation n'est pas structurée. S'il n'y avait pas de discipline, vous évoluez chacun s'il n'y avait à pas de façon. discipline, comment vous allez expliquer que nous, CCU, qui avions aussi présenté des candidats pour ce poste, avions retiré ces candidats au profit du mieux-disant qui était présenté par un parti politique frère, qui est le Palou? Pourquoi les autres, comme le PPRD, ou l'ex-PPRD, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est tenu aussi, qui a présenté aussi des candidats, a eu à les retirer. Donc c'est pour vous expliquer que la discipline, elle est là. Le problème, ce n'est pas une question de discipline ou d'indiscipline. Le problème, c'est de savoir ce qui est mieux pour le pays, mon cher frère. Parce que nous sommes en train de perdre le temps dans des guerres où on dit « c'était pas mon candidat, c'était pas le bon », alors que le temps joue contre nous. Il y a déjà des choses qui devaient être faites
en ce qui concerne le calendrier électoral qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore réalisés. Ça va impacter le calendrier d'une façon ou d'une autre. Donc le processus se déroule normalement pendant que vos anciens amis du FCC disent qu'il y a un problème, on n'est pas rassuré sur le lendemain, on n'est pas sûr que les élections seront crédibles. Parce que déjà au départ, il y a des problèmes. Vous dites que tout va bien. Comment est-ce que vous pouvez espérer mieux de ceux qui, même ensemble avec le président de la République dans un gouvernement, le bloquaient? Vous pensez qu'ils vont vraiment avoir la bonne volonté d'appuyer que les choses aillent mieux au niveau de la CENI? Moi, je trouve que c'est simplement de la mauvaise foi. Mais lorsque les pères religieux ont dénoncé des pressions de vous, on dit principalement de l'Union sacrée sur leurs délégués, vous dites quoi? Monsieur Éric Ambago, je pense parce que vous dites que tout se passe bien alors que les pères de l'Église ont dénoncé des pressions. Je pense que vous êtes un homme sérieux et que les auditeurs et les téléspectateurs qui vont nous suivre sont aussi des personnes sérieuses. On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité, venir dire que vous subissez des pressions et des menaces et ne vous limiter qu'à la presse où vous dénoncez cela. Il y a une justice dans ce pays. Lorsque des gens vous menacent, vous portez plainte. Mais lorsque vous commencez à les égrener dans les médias, ça risque d'être soit une vue de l'esprit ou une manipulation. Parce qu'il s'agit des menaces. Il s'agit d'actes de corruption. On dit des personnes bien identifiées. En plus, si c'est identifié, mais tant mieux. Mais pourquoi? Tant mieux. Mais pourquoi, la Cinco se trouve à un jet de pierre du parquet général de la Gombe. Mais où sont les preuves de ces pressions? Qui a fait pression? Est-ce qu'on vous a cité? Est-ce qu'on vous a donné les preuves? Moi, je pense que c'est simplement de la manipulation. Pourquoi je le dis, M. Ambago? Parce que déjà, il y a une once de mauvaise foi. Cette once de mauvaise foi est prouvée par quoi? Premièrement, il faudrait que certaines églises oublient leur hégémonie. On n'est plus dans une époque d'hégémonie. L'Église catholique, l'Église de Christ au Congo. Lorsque l'on se retrouve dans un cadre tel que le leur, où il y a 8 confessions religieuses, on ne regarde plus le poids des fidèles. Une confession religieuse est égale à une voix de vote. Donc vous ne pouvez pas venir dire que votre voix est prépondérante. Non. Deuxièmement, vous ne pouvez pas parler non seulement des menaces sans pouvoir prouver ou mettre à la place publique, comme c'est identifié, les personnes, les moments et le genre et la nature de ces menaces, et vous parlez déjà d'alternance pour 2023. Donc pour vous, vous avez déjà des résultats que vous avez préparés. Mais ils ont dit, pour eux, alternance veut dire que même si le président Tshisekedi est réélu en 2023, il va travailler certainement avec une nouvelle majorité. Il y aura une nouvelle coalition, Monsieur certainement. Ambago, c'est ça l'explication des pères de l'Église. Monsieur Ambago, ce point de presse n'avait pas été dit en latin, mais en français. Mais c'est l'explication qui a été donnée. C'est l'explication. C'est le point 5, je pense, de ce communiqué. S'il vous plaît, M. Ambago, évitons les ambiguïtés. Lorsque vous parlez d'alternance, ça vient d'alterner. Ça signifie un changement. Ah oui, changement dans la majorité, dans la coalition. Mais écoutez, mais alors il faut être clair. Il faut, lorsque vous faites un point de presse, vous dites, nous pensons à un changement, à une alternance de la majorité. Mais qui leur dit qu'il y aura un changement de la majorité? Je sais qu'ils sont des prêtres, qui mais après les élections, des capacités prophétiques. Certains du FCC peuvent vous rejoindre dans l'Union sacrée. Mais il faut laisser aux électeurs d'en décider. Pas à ceux qui portent la soutane. Ça ne donne pas le droit de pouvoir déterminer l'avenir. C'est ce qui vous a fâché, c'est ce qui vous a conduit à soutenir les 6 autres confessions religieuses. Ça n'a fâché personne. Oui, mais parce que vous dénoncez juste cette phrase alternance. Nous, la CCU, nous dénonçons cette phrase qui ressemble à une prophétie mystique et satanique qui est en train de faire un déterminisme sur des élections qui n'ont pas encore eu lieu. Et des résultats que seul, en ce moment, le bon Dieu connaît. Peut-être parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, comme ils le disent, ils peuvent avoir des révélations. Dieu merci. Mais je vous dis que Dieu se révèle à tout le monde. Deuxièmement, les 6 autres confessions religieuses ont droit de citer. Ils ont le droit de faire un choix. Et leur choix est tombé sur notre frère qui est présenté par l'église kimbanguiste. Où est le problème? Les 3 processus
ou les trois processus que nous avons connus dans ce pays ont été tenus par des représentants de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo. Quels ont été les résultats? Des revendications. Pourquoi cette fois les kimbanguistes n'ont pas droit d'avoir aussi un représentant? Mais pourquoi là-bas? Aujourd'hui vous tirez à boulet rouge sur l'Église catholique? Vous savez, vous aujourd'hui vous êtes l'Union sacrée, vous avez dans cette vision, on va dire comme ça, des membres de l'opposition qui ont organisé des manifestations et des manifestations soutenues par l'Église catholique. Il ne faut pas oublier, on n'oublie pas le passé. Le problème, ce n'est pas d'oublier le passé ou de méconnaître l'apport d'un tel ou d'un tel autre dans le processus de démocratisation ou de renforcement de cette démocratie dans notre pays. Mais le problème, c'est d'être sincère, d'être vrai. Le problème ici, c'est que l'Église catholique a soutenu un candidat qui, malheureusement, dès le premier tour, a été balayé parce qu'il a été démontré qu'il était dans la liste des candidats à la députation nationale de la Mouka. Et cela a entaché la neutralité qui est demandée à celui qui peut être président de la CENI. L'autre candidat ou les autres candidats ont aussi été balayés. Monsieur Kadima, qui aujourd'hui est présenté par l'Église kimbanguiste, n'a eu de péché que d'être d'une même région ethnique ou clanique que le chef de l'État. Est-ce que cela est un élément important pour pouvoir écarter un candidat? Mais le consensus n'a pas été dégagé. Le consensus n'a pas été dégagé. Il fallait passer au vote. Pourquoi le vote n'a pas eu lieu? Ça, il faut demander au président Outembi. Pourquoi le vote n'a pas eu lieu? Parce que la charte des confessions religieuses prévoit qu'en absence du consensus, c'est le vote qui doit avoir lieu. Mais quand il y a des suspicions, on sait très bien que s'il y a vote, c'est la voix de la majorité. Mais quand il y a des doutes, oui, la charte dit également quand il y a des doutes sur la crédibilité ou l'indépendance d'un candidat. Mais il faut prouver, mon cher ami. Par exemple, pour le candidat Bokoto, c'était qu'il était ancien membre de la Mouka. Donc la neutralité est biaisée. Pour le cas de M. Bimoala de l'Armée du Salut, c'était un ancien candidat du parti de l'ancien gouverneur André Kimbuta. Et les autres aussi ont été dégagés de la même manière. Mais quel est aujourd'hui le grief de M. Kadima? Quel est le grief? Certains disent qu'il est proche du président Tshisekedi. Proche par rapport à quoi? La proximité, même ça se prouve. Est-ce que c'est une proximité familiale? Une proximité politique? Une proximité comment? Est-ce que vraiment il faut qu'on dégage un candidat puisque sa proximité, elle est clanique, ethnique ou régionale? Si c'est cela, alors c'est un danger. Mais il y a un problème aujourd'hui. Oui. Aucun membre de la plateforme ne veut dire ouvertement qui a été désigné. Même les confessions religieuses sont restées. Les 6 confessions religieuses sont restées silencieuses. Vous avez suivi. Elles ont dit silencieuses par rapport à quoi? Vous avez suivi c'est le président de l'Assemblée nationale qui va dévoiler, l'Assemblée nationale va dévoiler le nom du président, de consensus, et Outembi n'a pas voulu faire le vote. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale, c'est ce que prévoit la charte, c'est à l'Assemblée nationale que revient de départager. Et 6 contre 2, vous voyez déjà dans quel sens. Ça vous arrange au niveau de l'Union sacrée que ce soit le candidat des 6 confessions religieuses qui passe? Ça ne nous arrange pas que ce soit X ou Y qui passe, mais ça nous arrange que les confessions religieuses, nous-mêmes, les autres, puissent respecter ce que nous nous sommes entendus de faire. C'est-à-dire que nous n'allons pas éliminer des gens par le faciès et que l'élimination se fera en confrontation entre les personnalités et les critères qui ont été mis en place. Vous serez plus rassuré avec celui qui a été élu par les 6 confessions religieuses qu'un candidat de même si c'est catholique. M. Ambago qui était élu par les 6 confessions religieuses, l'essentiel est que la charte a été respectée et que les questions liées aux critères, probité morale, expérience en matière électorale, neutralité, ainsi de suite, puissent être respectés, c'est ce qui compte pour nous. Vous êtes les seuls Donc, venir dire que c'est X ou Y, M. Kadima, M. Ambago, ça ne nous dérange pas. L'essentiel est que les princes de l'Église puissent respecter non seulement leur propre charte, mais qu'ils arrêtent avec cette pensée hégémonique de dépasser les autres, qu'ils arrêtent avec ces parce qu'ils ont parlé sataniques. d'alternance. Parce qu'ils ont parlé d'alternance. Mais mon cher ami,
soit vous parlez d'alternance ou de continuité, soit vous ne parlez de rien du tout. Parce qu'à ce stade, comment vous pouvez savoir qu'il y aura alternance ? On a dit alternance dans la majorité parlementaire. Mon cher frère, comment vous pouvez savoir qu'il y aura une majorité, même dans puisque cette majorité parlementaire est issue des urnes, Mais vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut attendre, vous avez dit que la CCU attend le moment venu pour soutenir la candidature du président Tshisekedi. Oui. Il y aura d'autres qui vont réfléchir de la même manière, qui vont venir se rallier à la candidature, ça sera à un moment donné. Et peut-être aussi des membres du FCC qui vont vous rejoindre. Bien sûr. Alors il y aura, après les élections de 2023, une majorité qui va se dégager. Monsieur Eric ça veut dire que ça ne sera pas la configuration actuelle de la majorité. Si aujourd'hui M. Christian Lussakweno disait qu'il va remettre en jeu le poste de directeur des infos de Top Congo, et que M. Ambago, qui est actuellement directeur des infos, pourra rester ou pas. Et déjà, moi, je viens là, je fais un point de presse pour dire le changement qu'il y aura à Top Congo dans 1 an, on aura un nouveau directeur des infos. Mais mon cher ami, qu'est-ce que je fais en ce moment-là ? Je suis en train de prophétiser, je suis en train de faire une prédilection. C'est quoi, au fait ? Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a un problème de l'interprétation de cette phrase alternance. C'est le français, ce n'est pas une question d'interprétation. C'est une question lorsque l'on constate que d'une part, on parle en ces termes-là, et que d'autre part, on refuse viscéralement un candidat seulement parce qu'il ne sort pas de vos entrailles, parce que le vôtre que vous avez tenté de béatifier n'a pas eu l'absoute et qu'il n'a pas pu sortir de l'eau bénite et être finalement blanc comme neige et accepté par tout le monde, et que pour vous, il faut donc tout rayer. Ça, c'est une mauvaise foi que nous ne pouvons pas supporter et que nous rejetons. Vous qui êtes des ex-FCC, vous avez toujours une dent contre l'Église catholique. Ce n'est pas une question de dent contre l'Église catholique, mon cher ami. L'Église catholique, c'est moi-même. C'est peut-être vous, je ne connais pas votre foi. Je suis catholique. Peut-être que les opérateurs preneurs de vue qui nous filment sont catholiques. Je ne peux pas être contre eux. Mais c'est des individus qui, au nom de leurs églises, se permettent de prendre des positions qui sortent de ce qui a été tracé, c'est-à-dire les chartes qu'ils ont eu à signer. Aujourd'hui, les craintes sont partagées également au sein de l'Union sacrée. Ensemble pour la République n'est pas du même avis que vous. Le FCC, dans ce processus de désignation, dit attendre que les choses puissent se clarifier, que la confiance puisse être recréée pour que les choses avancent. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a des problèmes. Bago, vous êtes au sein de l'Union sacrée, il y a une fraction au sein de l'Union sacrée. Non, mon cher ami, je ne pense pas. Il faut laisser aux uns et aux autres la liberté de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. Si pour eux, il n'y a pas suffisamment de clarté, libre à ces personnes. Est-ce que vous êtes dans une famille, vous êtes à 7, votre père décide de vendre votre parcelle et que vous êtes individuellement contre cette décision, est-ce que cela signifie que votre famille est ébranlée ? C'est ça même la démocratie. C'est ça même la liberté des choix. Donc il faut laisser aux amis la liberté de penser qu'il faille changer X ou Y chose avant de pouvoir continuer. Mais je rappelle ici il ne faut pas un dialogue. Il ne faut pas un dialogue aujourd'hui. Mais le dialogue avec qui ? Le dialogue, la MOUCA a refusé de déposer sa liste. Mon cher frère, le dialogue... Ensemble est en train de bouder un peu le processus. Le FCC est à côté. Vous êtes seul, vous, une partie de l'Union sacrée, vous êtes seul aujourd'hui. Quelle est la raison, mon cher frère ? Quelle est la raison ? Dites-moi objectivement, quelle est la raison ? Les partis ne sont pas rassurés. Déjà avec le processus de désignation au sein de la plateforme confession religieuse, où on vous accuse ouvertement, vous, Union sacrée, de faire pression sur l'Église, il y a quand même des soucis. Vous pensez que c'est nous qui avions envoyé ces centaines de jeunes et de jeunes hommes et de jeunes femmes aux abords du siège de la conférence épiscopale pour menacer même les prêtres ? Ça a été filmé. Ils ont remis un mémo, il n'y a pas eu de menace. Ils ont remis un mémo. Vous pensez que c'est nous ? C'était un mémo, ils ont remis un mémo. Mais quelle est la façon dont ils sont venus rendre ce mémo ? Alors dites-moi, si c'est vraiment nous qui sommes à la base de ces menaces, je vais rire. Monsieur Ambago, je vous dis ici que nous avions décidé
de la manière dont le choix de chaque poste va se faire et à qui cela va revenir. La façon dont nous avions décidé, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que les confessions religieuses, donc la société civile, prendraient la présidence de la CENI et il y a eu une charte entre ces confessions religieuses, qui est une sous-composante de la société civile, pour le choix de leurs représentants. Et ils ont travaillé en fonction de cette charte. Si l'Église catholique et les CC ont fait preuve de mauvaise foi, ça ne signifie pas que la machine a grippé. Alors, ce qui est bizarre dans ce pays, c'est qu'au lieu de regarder là où réellement les gens ont une mauvaise foi manifeste, mais on préfère critiquer les 6 autres qui ont suivi ce qui est écrit dans la charte. Nous avons fait ce qui est prévu. Maintenant, les autres, s'ils pensent qu'ils ne sont pas rassurés, qui doit les rassurer? Puisque c'est un processus qui concerne nous tous. Chacun doit apporter sa pièce. Qui doit rassurer? Parce qu'on a décidé d'une CENI indépendante, qui ne dépendent pas du président de la République, qui ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur. Qui doit rassurer qui? On doit se rassurer mutuellement. Qui ne nous dit pas que nous aussi, nous ne sommes pas rassurés par les positions actuelles de la Mouka ou de nos frères anciens de l'UFCC? Aujourd'hui, vous êtes rassuré par le choix opéré par les 6 confessions religieuses? Du moment que ça respecte leur charte, du moment que, de manière objective, ils nous ont présenté les critères qui confirment la personne de M. Kadima. Mais nous ne devons qu'être rassurés. Monsieur Thierry Mosenepo, la loi ou la proposition de loi Tchani portée par le député Singhi, vous soutenez? Bien sûr. Bien sûr que la CCU soutient cette loi. Vous soutenez une proposition qui divise déjà au sein de l'Union sacrée? Ça divise qui? Ensemble pour la République et vous? Les autres sociétaires de l'Union sacrée? Mon cher ami, vous avez déjà vu une loi qui est acceptée par tout le monde. Même la Bible. Mais c'est quand même une loi importante. Même la Bible qui est présentée comme même la Bible qui est présentée comme la parole de Dieu subit des contestations. Oui, mais donc, si c'est une proposition... En ce qui nous concerne, c'est cela le débat démocratique. On ne peut pas refuser à ce que certains camarades puissent dire non à une loi parce que pour les intérêts qu'ils peuvent avoir, cette loi les dérange. C'est tout à fait normal. Mais le débat, il est démocratique. En ce qui nous concerne, nous appuyons cette loi. Pourquoi? Pour la simple raison, et on l'a suffisamment dit, que cette loi permet de sécuriser la fonction du chef de l'État, du président de la République, pour que cela ne soit qu'une responsabilité dévolue aux Congolais de père et de mère. Je ne vois absolument rien de mauvais là-dedans, au contraire. Au vu de l'histoire de notre pays, il est tout à fait important que nous puissions prendre de telles dispositions pour sécuriser... Le Congolais de père et de mère ne peut jamais trahir le Congo. Mais écoutez... Oui, mais dites-moi, le Congolais de père et de mère... Répondez à ma question. Le Congolais de père et de mère ne peut jamais trahir le Congo. Je vais vous répondre par un exemple. Vous savez, à l'époque du maréchal Mobutu, il y a eu un ministre des Affaires étrangères, Losembe Cardozo, qui était de père zaïrois et de mère portugaise. Ou l'inverse, je ne sais pas. Il s'est fait qu'il a détourné de l'argent ici. Il a vite pris son avion et il est parti se cacher au Portugal. Le maréchal Mobutu, rappelez-vous, a même dit qu'Emily Mobakoko est Kolandaye. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Zaïre du maréchal Mobutu était en pleine guerre contre l'impérialisme portugais au niveau de l'Angola. Et que ce monsieur avait été utilisé par ce pays de sa mère pour essayer de déstabiliser le maréchal Mobutu. Donc comprenez que si cela se passe à un niveau où vous êtes ministre des Affaires étrangères et si vous êtes président de la République, votre cœur va balancer de quel côté? Ça, c'est de 1. De 2. Un Congolais de père et de mère peut trahir le Congo. Ça peut arriver. Un étranger peut aussi trahir le Congo. Ou pas. Un étranger ne peut également pas. Ou pas. Ou pas. Voilà. Autant que M. Ambago. Donc c'est 50-50. Autant que. C'est 50-50. Autant que M. Ambago, je peux venir ici à Top Congo et me faire assassiner, plutôt que de me faire interviewer. Mais il y a des lois qui nous sécurisent, qui font que lorsqu'une radio comme la vôtre m'invite, c'est pour répondre à des questions. Autant que lorsque nous faisons des lois, nous ne pouvons pas préjuger sur les pensées des gens, mais nous encadrons la fonction. C'est comme aujourd'hui. Un député
peut venir à l'Assemblée nationale et pondre des lois qui sont contre la République. Mais ses électeurs le votent par rapport au fait qu'il s'est présenté devant eux et il a rempli les critères prévus par la CENI. Donc, les lois ne sont pas là pour présager sur des gens, mais les lois sont là pour encadrer des secteurs bien précis de la société. Et là, il s'agit... Cette proposition écarte Moïse Katumbi. Mais écoutez, mon cher ami, si nous devons commencer à regarder que telle loi écarte Thierry Monsenepo, l'autre écarte Ambago, nous allons trouver des lois qui vont écarter jusqu'au 80 millionième Congolais. Puisque chaque loi, elle est toujours appelée à écarter des individus lorsqu'il s'agit de faire des sélections. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, vu son passé, il est déjà écarté de la course. Monsieur Moïse Katumbi ne vous a jamais dit qu'il avait une course quelconque à faire. Monsieur Moïse Katumbi a un passé qui mérite du respect dans ce pays. C'est un digne fils de ce pays qui a travaillé pour ce pays, qui a prouvé qu'il avait l'amour pour ce pays. S'il est de père étranger, de mère congolaise, il ne peut pas être... Cher frère, si cette loi passe et que moi qui suis en face de vous, ma mère est gabonaise, qu'est-ce que je vais faire? Je servirai le pays ailleurs. Mais est-ce qu'il faudrait vraiment aller dans chaque loi et les étudier au cas, par des individualités? Là, on se perd, mon cher ami. On va parler économie à présent, Monsieur Thierry Monsenepo. Le cadre macroéconomique est stable. On parle de réserve d'échange de 1,3 milliard de dollars aujourd'hui, avec aussi, depuis le 15 juillet, appui du FMI, 1,52 milliard de dollars dans le cadre du plan triennal. On va dire que tout se passe bien, mais avec un budget trop pauvre. Bien entendu que le budget n'est pas un budget qui puisse permettre à ce que le pays puisse investir dans des secteurs porteurs, mais il faut saluer ce qui est fait, surtout dans quel contexte, mon cher ami? Dans un contexte où le monde entier est en train de vivre de plein fouet la Covid. Et cela, on est en train de parler d'une pandémie qui dure depuis 2 ans maintenant. C'est grâce à l'orthodoxie financière. C'est grâce notamment aussi à la confiance des bailleurs qui ont vu que le gouvernement congolais a réussi à redresser la barre, surtout en ce qui concerne la dilapidation des fonds. Rappelez-vous que lorsque le chargé des questions de corruption, de lutte contre la corruption du président Kabila, le professeur Luzolo à l'époque, en 2017, parlait d'écoulage qui atteignait les 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, les statistiques disent que c'est maintenant la moitié qui est enregistrée comme coulage. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait. Grâce aux gendarmes. Et ce travail est fait principalement par l'inspectorat général des finances. Vous êtes communicateur de l'IGF? Pas du tout. Vous êtes aujourd'hui, c'est vous qui défendez l'IGF partout lorsqu'il est attaqué par les uns et les autres. Suis-je communicateur de Pouloulou ou de M. Tiani? Mais vous m'avez posé des questions sur la loi. Mais parce que je suis congolais. Vous êtes le premier à monter au créneau lorsqu'on critique l'inspecteur général des finances. Mais écoutez, depuis 1987 que cette structure existe dans notre pays, est-ce que vous avez vu un inspecteur travailler comme le fait M. Jules Alinguete? S'il vous plaît, il faut être sérieux. Il faut voir aujourd'hui l'apport que cet inspecteur général, chef de service, est en train de donner en ce qui concerne l'orthodoxie financière dans nos régies. Il a les feux verts du président soutenu par le président de la République. Mais ça a toujours été le cas. L'IGF est toujours attaché à la présidence de la République. Et parfois on dit même qu'il se donne des ailes, il donne l'impression d'être supérieur à tout le monde. Non, pas du tout. Les inspecteurs qui descendent sur terrain, ce n'est jamais lui-même. Ces inspecteurs font un travail. Moi-même, dans ma société, j'ai été approché par ces inspecteurs. Ils ont fait un travail. Nous avons travaillé avec eux. Je n'ai pas vu M. Jules. Ils ont conclu, le rapport a été rendu public? Le rapport, nous avons confronté. Ils nous ont montré les failles qu'il y avait dans dans ce que nous payons à l'État. Et nous avons rectifié les choses. Donc c'est pour dire que ce travail a permis à l'État aujourd'hui d'engranger suffisamment d'argent et de faire peur
à certaines personnes qui étaient habituées à détourner les deniers publics. Plus de 8 milliards de dollars américains est important. Ont échappé au trésor public au cours de l'année 2020. À la suite, justement, des faits de corruption signalés en RDC, c'est ce qu'avait relevé l'APNAC, le réseau parlementaire de lutte contre la corruption. Les choses ont changé aujourd'hui 2021, les choses changent. Il n'y a qu'à voir d'abord le retour des institutions de Bretton Woods qui aujourd'hui ont ouvert une ligne de financement pour la République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas le faire lorsqu'ils savent que ces fonds seront dilapidés. Deuxièmement, il n'y a qu'à voir aujourd'hui les moyens dont dispose notre trésor public qui sont chaque jour en train d'augmenter. Juste pour payer les salaires, 73% des recettes juste pour payer les salaires, 27% c'est pour les frais de fonctionnement. Je n'ai jamais été d'accord avec le train de vie de nos institutions qui doit normalement subir des coupes. Ça, c'est un autre débat. Notamment au niveau de la présidence. Mais je vous dis, partout, au niveau de toutes les institutions. À ce niveau-là, vous ne critiquez pas le président Tshisekedi ? Au niveau de toutes les institutions. Maintenant, en ce qui concerne les fonds qui sont aujourd'hui récoltés par les régies financières, vous voyez qu'ils sont en dépassement des assignations à terme de 130, de 200%. C'est pour dire qu'il y a un flic qui aujourd'hui est au travail et qui permet à ce que le pays puisse respecter ce qu'on appelle Mbongo Yambula Matari. C'est ça qui a manqué dans ce pays. Et pour moi, lorsque je dois voir d'une part le travail qui est abattu par l'inspection générale des finances, la gratuité de l'enseignement, le travail qui est fait pour remettre la paix dans la partie est de notre pays, il y a de quoi avoir de l'espoir, mon cher ami.